Nous sommes de retour sur le plateau de Canal TGVT. C'est le feuilleton de la journée. Depuis ce matin, on vous l'explique. Le départ est retardé à plusieurs reprises à cause d'un bateau, d'un porteur, un bateau porte-conteneur, voilà, j'y arrive, qui a un peu bloqué la rade. Alors c'est le principe de précaution qui a été appliqué sur cette affaire-là. On n'est jamais trop prudent. Vous le savez, la mer peut être belle, mais aussi il faut aussi la dompter et puis il faut aussi la respecter et respecter les règles de navigation. Donc le directeur du port a appliqué le principe de précaution, ce qui nous a repoussé à plusieurs reprises le départ. Alors vous le voyez, ce porte-conteneur qui est en train d'effectuer les dernières manœuvres pour accoster donc dans la rade. Et puis la course partira. Les marins et leurs patrons sont au beau fixe. Le moral, j'imagine, est quand même présent ou pas? Je pense qu'on peut quand même un petit peu revenir. Je ne pense pas que ce soit celui-là qu'on voit à l'écran. On le voyait tout à l'heure sur l'image de l'hélicoptère. Il faut expliquer, je pense, revenir un peu expliquer pourquoi, je pense, le directeur du port a repoussé le départ. Il faut savoir une chose, c'est que la rade de Pointe-à-Pitre est située entre le front de mer de Pointe-à-Pitre et Jarry. Et en fait, c'est une langue de mer qui est étroite. Et c'est pour ça. Et comme les canaux étant nombreux, le bateau qui est assez imposant, les cargos comme ça, ils font environ 250-300 mètres de long. Donc, ils ont besoin de surface pour évoluer, surtout qu'ils doivent faire une marche arrière pour, effectivement, après, accoster. Et donc, c'est pour ça que les canaux, 35 canaux, ne pourront pas passer facilement si un bateau important comme ça se trouve. Donc, il faut revenir là-dessus, expliquer. Et voilà, donc le directeur a préféré, et je pense que c'est une bonne décision quand même. Oui, bon. C'est ce que nous disions, donc le principe de précaution. Alors on va peut-être revenir sur ce qui s'est passé depuis le départ de cette 13e édition du TGVT avec, pour ce qui concerne Jean Forbin, il a affiché de suite ses prétentions sur la compétition, mais par ailleurs, eh bien, il a dû subir la loi de Claude Tellier. Absolument. Jean Forbin, qui est champion de la Guadeloupe, hein, il est arrivé dans de très bonnes dispositions en remportant la première manche. Et là, je pense qu'effectivement, tout le monde s'est dit, mais là, ça va être un sacré morceau, y compris Claude Tellier. Mais en fait, les autres ont très bien rebondi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs vainqueurs, 4 vainqueurs différents sur 5 jours, ce qui montre qu'il y a un niveau important. Mais après, qu'est-ce qu'il y aura? Besoin de régularité. Et pour l'instant, le plus régulier, c'est Claude Tellier, qui gagne 2 fois. Mais surtout, sa plus mauvaise place, c'est une place de 5e. Résultat, bon, il se retrouve en tête. Mais bien sûr, avec de jeunes équipages. Alors, les Tellier et les Forbin, il faut quand même rappeler, c'est des gens qui ont 30 ans de voile traditionnelle. C'est énorme, 30 ans de voile. Et souvent, leurs parents qui faisaient aussi de la voile. Donc voilà, c'est 40-50 ans d'expérience de voile traditionnelle. Et qu'est-ce qui se passe? On a à l'avènement, on a des jeunes équipages. Alors, pas forcément jeunes en âge. Il y a aussi des jeunes en âge, mais des moins jeunes, mais jeunes dans la voile traditionnelle, qui ont 5-6 ans de voile traditionnelle et qui arrivent très fortement et qui arrivent à gagner des courses et qui commencent surtout à avoir de la régularité. C'est la régularité qui va permettre de gagner ce tour. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, Willy. On a sur nos écrans donc les premiers canaux qui sont déjà à l'eau. Donc le départ est imminent pour cette étape entre Pointe-à-Pitre et le Gosier. Il n'est pas inutile de rappeler donc les difficultés de ce parcours, Willy. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a une course qui part de Pointe-à-Pitre, de la rade du fond de Loricisque. Et donc il y aura un petit circuit dans Pointe-à-Pitre entre 2 bouées, donc une montée au près, une descente au vent arrière, une remontée. La remontée, on va rejoindre le Gosier et faire un circuit autour de 3 baies, autour de l'îlet Gosier, et gagner devant la plage de lac d'Atcha. Alors, juste quelques chiffres à rappeler. Donc, la durée, la distance, 13 000 nautiques qui correspond à 20 km de course. Une vitesse moyenne des canaux de 5 nœuds, un tout petit peu moins de 10 km/h. Donc à terre, c'est pas rapide. Mais en mer, bon voilà, ça commence à être un petit peu plus rapide. Donc on s'attend à une durée de course d'environ, je pense, 2h45. Il y a du vent parce que le vent est établi, une vingtaine de nœuds. Alors donc 2h45 de pour les meilleurs. Tout à fait. Mais le temps global pour le dernier, pour qu'il puisse couper la ligne d'arrivée. Oh, je pense, bon. Après, ça dépend. S'il y a des chavirages, des dessalages ou pas, s'il y a une grosse perte de temps. Mais si tout le monde navigue bien, ce serait 10 minutes, un quart d'heure pour que tout le monde rentre. Mais ça peut être beaucoup plus. Et réglementairement? Ben justement, réglementairement, c'est jusqu'à 1 heure. 60 minutes entre... Donc la durée de course maximum pour le premier, même, c'est 4 heures. Et la durée, le temps maximum pour le dernier, après l'arrivée du premier, c'est 60 minutes. 60 minutes. Donc aujourd'hui, les conditions sont bonnes. Vous nous avez dit ce matin, le vent est là.
Ah ben, ce sont des conditions fantastiques. Il fait un temps magnifique. Il y a 20 nœuds de vent qui correspondent naturellement à des creux à l'extérieur, parce qu'à Pointe-à-Pitre, l'eau est plate. Mais dès qu'on va sortir, arriver à Gosier, à des creux, voilà, on peut le voir, 1,50 m. Bon, voilà, ce sont des sont d'alizés classiques, voilà, des tropiques, Guadeloupe, Martinique, etc. Voilà. Ça, c'est l'idéal pour faire de la voile. Alors, cette étape du Gosier, on l'a dit en préambule, hein, et aussi lors d'une précédente prise d'antenne, c'est l'étape traditionnellement des Forbins, mais aujourd'hui, Claude Tellier espère aussi établir son hégémonie sur cette 13e édition. Ah ben, je pense qu'effectivement, les Forbins, voilà, ils vont tenter de gagner hein, chez eux, mais effectivement, bon, il y a Claude Tellier qui va tenter, je pense, d'enfoncer encore plus le clou, hein, parce que le classement, il commence à avoir un petit matelas, là. Il a 15 points de moins que le second, donc ça commence à être vraiment, c'est une donnée importante, parce qu'après, on retrouve le deuxième, troisième, quatrième, ils sont à 15 points et 16 points, enfin, il y a juste un point d'écart. Mais voilà, il y a les ténors, mais bien sûr, les jeunes équipages, de très jeunes qui sont bien placés. On a parlé de Jonas Astorga, on a parlé de Francis Rosé-Lepeur, mais il y a aussi d'autres. Il y a des gens comme Nicolas Perrier, il y a les canaux Noula aussi en insertion qui marchent très bien. Après, il y a aussi d'autres. Hein. Il y a d'autres Forbins, les Mathieu qui n'ont pas trop montré, qui marchent très bien à Pointe-à-Pitre aussi. Marcelin Wilbon qui a commencé à montrer son nez hier, mais qui a envie d'en faire plus. Eh bien justement, on va savoir quels sont donc les équipages qui vont, dès le départ, tenter de prendre le large, si j'ai envie d'employer ce terme-là. Et c'est Andy qui est au cœur de la course, qui va nous dire ce qui se passe. Alors Andy, le départ est imminent. Andy qui a du mal à nous entendre, mais la liaison devrait être rétablie assez rapidement. C'est donc Andy, tu vas nous faire vivre le départ de la flotte. On l'a dit il y a un instant, hein, 35 canots dans la rade de Pointe-à-Pitre pour cette 5e étape entre Pointe-à-Pitre et le Gosier. Andy. Putain, ça coupe, je sais absolument pas. On va retrouver Andy tout à l'heure. Alors, quand on voit les bateaux comme ça, un petit peu partout sur l'eau, à quel moment on est sûr que quasiment tous les bateaux sont à peu près sur la même ligne de départ? Il n'y en a pas un qui soit favorisé par rapport à l'autre? Alors, pour l'instant, ils ne sont pas sur la ligne. Alors, déjà, on va situer un peu géographiquement les choses. Alors, vous verrez qu'à droite, il y a de la mangrove qu'on voit à droite. C'est Jarry, tout simplement Jarry. À gauche, on voit tous les immeubles, tout le front de mer de Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce qu'on constate? Les bateaux, enfin, ils sont à l'eau. Ils ont mis à l'eau à l'Oricisque. Ce n'est pas facile, d'ailleurs, parce que le terre-plein qui est à l'Oricisque, il fait peut-être 5-6 mètres de large. Et il y a 35 canaux à mettre les uns après les autres à l'eau. Donc là, on constate a priori qu'ils sont tous à l'eau, mais ils ne sont pas très groupés. Donc a priori, je ne vois pas bien, mais je ne pense pas que les procédures de départ ont été. Mais on constate, voilà, certains commencent à se rapprocher, à redescendre. Donc ils attendent, ils sont en procédure d'attente. Ils attendent des instructions où il y aura, donc le comité va lancer un certain nombre de faillons, l'aperçu, puis les 5 minutes avant le départ, le faillon rouge, etc. Willy, pardonne-moi, on retrouve Andy, on revient avec toi tout à l'heure. Oui, alors voilà, Rudy, Willy, effectivement. Donc derrière moi, vous pouvez certainement le voir, le porte-conteneur que l'on attendait qui maintenant est à quai. Il est environ 12 heures, donc la course va partir dans très peu de temps, environ une dizaine de minutes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à mon bord, ici sur ce bateau, il y aura quelqu'un avec moi qui commentera la course. C'est un expert, on peut le dire. Il y a Willy sur le plateau. On aura Andy Nelson. Andy, bonjour. Bonjour. Alors Andy, je le rappelle simplement, tu as été coéquipier déjà lors du TGVT, notamment avec Philippe Fiston. Tu as été également patron, donc chef sur les bateaux. Dis-moi un peu, cette course, elle a été retardée. Donc comment ont-ils géré l'attente au niveau du départ? Donc en fait, au niveau de l'attente, il s'agit de ne pas se démobiliser, de rester concentré, d'affiner les derniers détails sur le bateau éventuellement, puisque pendant les 3 premiers jours de navigation déjà, il peut y avoir un peu de casse, donc on profite pour affiner un petit peu tous ces détails. Oui. Au niveau des conditions, alors on le sait, au niveau de la houle et du vent, un vent constant aux alentours de 15 nœuds me semble-t-il. Est-ce que les conditions ont changé du fait du changement d'horaire? En fait, pas particulièrement. Les conditions sont prévues, elles vont rester les mêmes toute la journée, environ 1,50 m de creux, une quinzaine de nœuds, voire 19 dans les rafales. Et ça va rester établi comme ça toute la journée. Très bien.
Bon alors voilà, vous l'aurez compris, ils sont prêts pour le départ. Nous sommes sur l'eau. On sera au plus près pour vous faire vivre le départ de cette course, mais également l'effet de course. Alors je le rappelle, départ dans environ 10 minutes, nous a-t-on annoncé. Et Andy et moi serons donc sur le bateau pour vous faire vivre ce départ. À tout à l'heure. Merci Andy pour ces informations, précieuses informations sur le départ de la course et l'attente des marins, mais également des patrons, parce que le départ, on vous le rappelle, était prévu aux environs de 10 heures et donc il est un peu plus de midi. C'est une très très longue attente. Alors cela dit, une fois que si je puis m'exprimer ainsi, une fois que les chevaux seront lâchés, Willy, quelle sera donc la première consigne donnée par le patron ? Non, mais le patron, il donne effectivement toujours. Bon, chacun connaît son boulot. Donc, le patron, il dit restez concentrés surtout. Soyez concentrés, faites votre job. Bon, après, si vous voulez, c'est le départ. Le départ sera déterminant. C'est-à-dire qu'il faut partir, lancer le plus dégagé possible, avoir du vent frais. Ne pas subir les dévents des autres canaux. Et ça va être tout l'enjeu. Et parce qu'il y a des règles de sécurité à respecter. Il y en a qui vont... voilà, il y aura des tribords. Ça va crier un peu sur la ligne de départ. Il y aura de la grosse bagarre à ce départ. Ce sera l'enjeu, c'est prendre le meilleur départ ou être dans les tout premiers. Et là, parce que ça sera déterminant pour la suite de la course. Je te propose, Willy, justement de voir ce qui s'est passé, la bagarre dont tu nous parlais il y a un instant, la bataille navale, ce qui s'est passé depuis le départ de cette 13e édition du TGVT. Pour la première fois dans l'histoire de la voile traditionnelle, on a pris le départ du prologue à Basse-Terre. Et l'essentiel pour nous, c'est d'être là, c'est de participer, c'est de donner tout ce qu'on a. On a pris un superbe départ, on a su bien glisser et on est arrivé premier à la première bouée. Donc le plus dur était fait, on va dire. Joué à la dernière minute. Bravo, c'était une très belle régate, mais ça ne fait que commencer. Merci. C'est une étape avec des conditions musclées dans le canal, avec de la houle, des mer hachée. Le vent est régulier, on a vu 25 nœuds. It's showtime. Terre de Bar est un berceau de la voile traditionnelle et nous remercions infiniment le TGVT d'avoir choisi Terre de Bar pour une étape. C'était dur, mais on a vraiment super bien navigué, je crois, au maximum de nos possibilités aujourd'hui. La tactique a été relativement simple sur cette course. On a choisi de faire une route directe. Après, on sait que notre canot marche plutôt bien. Il a suffi, on va dire, de gérer, entre guillemets. Très belle course, mais une course difficile, une course très très longue. C'est quand même quelque chose de très sportif, très musclé. Incroyable, fier de recevoir cette étape qui, sans chauvinisme, est une des plus belles étapes de ce tour de la Guadeloupe de voile traditionnelle 2014. Ce qui
été dur, c'était surtout de prendre un très très bon départ, ce qu'on a su faire parfaitement. Et aujourd'hui, c'était vraiment une étape de régatier et de pur régatier. La course s'est dans l'ensemble bien passée. On a bien travaillé, je pense. On s'est bagarré et puis après, on s'est dit, on finit 3. Nous allons constituer une équipe pour participer au TGVT. Les petits bourgeois se mettent en ordre de marche pour pouvoir bien représenter Petit Bourg l'année prochaine. Nous sommes très heureux d'accueillir cette étape du TGVT à Pointe-à-Pitre et on a vu ce matin une très belle compétition sur ce plan d'eau. Quand on est arrivé à la pointe de la Verdure, on était pratiquement devant et puis on a pété la bombe. Donc après, il fallait gérer avec et on est arrivé 9e quand même. Très content d'avoir gagné. C'est vrai que c'était une régate pure et dure. Il fallait aller vite et puis il fallait avoir un équipage vraiment au point. Et aujourd'hui, j'avoue franchement qu'à bord, ça a très très bien marché. Et au terme donc de ces 4 premières étapes, eh bien c'est donc Sopimat qui est en tête, le vainqueur de l'année dernière, qui est donc le principal, j'ai envie de dire, concurrent à sa propre succession. Mais pour l'instant, oui, effectivement, Sopimat Orange, patronné par Claude Tellier, devant le Pearl de Francis Rosé, et Yassala, très jeune, de Jonas Astorga. Donc voilà les 3 premiers de ce TGVT pour l'instant, qui est vraiment passionnant. Et tapis dans l'ombre, Jean Forbin, donc le vainqueur de la première manche, ou appelé le prologue. Tout à fait. Jean, qui est d'ailleurs champion de la Guadeloupe cette année, a très bien enchaîné, commencé ce TGVT en gagnant la première manche. Bon, depuis, il a eu un tout petit peu moins de chance, mais il n'est pas si loin que ça. C'est-à-dire qu'il est en embuscade, il est 4e à 1 point du 2e et 3e qui sont ex-aequo, donc il n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai que Claude Tellier est en train de se constituer un petit matelas. Il a 15 points d'avance. Ça devient très intéressant. Mais ce n'est pas terminé parce qu'en voile, ça va très très vite. Il peut y avoir de la casse, il peut y avoir un chavirage qui se passe mal, etc. Donc là, le TGV est loin d'être terminé. Et donc voilà, il peut y avoir de grands bouleversements comme chaque année, comme l'année dernière. Voilà. C'est joué sur la toute dernière étape. Alors, au classement général, on le disait il y a un instant, c'est Claude Tellier qui est en tête, donc il porte le maillot jaune. On va voir les maillots à l'antenne là à l'instant. Donc, c'est donc le maillot jaune pour le premier. Et le deuxième maillot, c'est le maillot rouge porté par le Pearl, Osé Francis. Osé Francis, exactement. Et puis ce petit jeune là dont tu nous parlais il y a un instant, le maillot violet. Donc, ce sont les 3 premiers qui sont au classement général. C'est Jonas Astorga. On peut en parler un petit peu d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, tu nous en dis le plus grand bien. Ben oui, de tous ces gens-là, parce qu'en fait, ce sont les familles aussi. La famille Astorga, c'est pas n'importe qui dans la voile. Simon Astorga, son père, c'est un grand planchiste. C'est des gens de Saint-François qui, pendant des années, ont fait énormément pour la planche à voile, le funboard. Donc Jonas, il baigne dedans. Voilà, il n'est pas là pour rien. Francis Rosé, lui, il a commencé à l'école de voile de Pointe-à-Pitre avec Jean Eugénie. On a commencé ensemble. Là, il est
été épaulé par Franz Ebader, qui a été mon équipier. On a été champion de la Caraïbe ensemble en 1986, il y a longtemps, hein, ça fait quasiment 30 ans. Mais voilà, ce sont des gens qui ont de l'expérience, pas forcément une grande expérience dans la voile traditionnelle. On a les ténors qui ont la trentaine d'années, quarantaine d'années dans la voile traditionnelle, mais on a ces jeunes qui sont soit issus d'une famille de voileux, ou soit qui ont une grande expérience dans la voile globale. Et justement, l'expérience, c'est ce qui, pour le moment, prime avec Claude Tellier qui a derrière lui des années. Et c'est aussi un éducateur, il faut le dire. Ah, tout à fait. Moi, Claude, c'est quelqu'un... Claude a été mon premier moniteur de voile. Le premier jour, j'ai navigué, ça a été mon premier. Après, ça a été Yves, son frère. Mais Claude, il a la science. Il a... moi, je dirais même peut-être qu'il a un petit don parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne voit pas que lui, il voit dans le ciel. Il y a des nuages, il y a des vents qui arrivent par-ci ou par-là, que lui, je ne sais pas comment il fait, il arrive à le voir, on ne le voit pas forcément. Donc il a ça. Et après, c'est aussi quand même un grand préparateur de bateaux. Moi, pour ma route du Rhum, il me donne un énorme coup de main et on va encore travailler. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois un excellent régatier, mais un excellent préparateur de bateaux en général. Je veux dire que son canot, il le prépare, c'est minutieux, c'est préparé pour que qu'il aille en mer, qu'il fasse des bons résultats. Dans le choix de son équipage également. Et bien sûr aussi le choix de l'équipage. Et après beaucoup de travail d'entraînement, participer aux régates, aux différentes régates de l'année. Alors là, la flotte est là. On aurait dit que c'est le départ là, hein, maintenant, Willy. Ah ben là, effectivement, ça semble se rapprocher en tout cas. Mais voilà, il faudrait qu'on ait une position de ligne, il faudrait qu'on arrive à voir. C'est que le départ a été donné, donc déjà il y a quelques secondes en fait. Ok, bon ils sont lancés, c'est dommage qu'on les faudrait. Si on peut avoir un plan plus en arrière pour voir pour situer un peu la ligne et un peu aussi le chenal de Pointe-à-Pitre. Donc en tout cas ce qu'on va dire c'est qu'ils sont partis bâbord à mur, donc les bateaux ils s'élancent avec le vent qui vient de la gauche. Donc voilà, on constate d'ailleurs qu'il y a certains qui sont... Claude Tellier est déjà là. Hein. La voile noire et orange, c'est Claude qui est légèrement sous le vent. Donc, il n'a pas la meilleure position. Et un bateau, moi, je parlerais plutôt en ce moment d'un canot que j'aperçois, c'est un canot Noula aussi. Alors, est-ce que c'est Franck Fazan ou est-ce que c'est Guillaume Aubert, le barreur? J'arrive pas à le voir. En tout cas, le mieux placé, c'est le canot Noula aussi, qu'on voit en haut à droite de l'écran. La voile blanche, hein, voilà. Tout au fond. Et suivi légèrement sous le vent de Francis Rosé, le Pearl, légèrement sous le vent, qu'on voit juste en bas de l'écran. Et donc voilà pour l'instant les deux canots les mieux placés. Alors qu'est-ce qui peut faire la différence lorsque tous les bateaux, tous les canots sont sur la ligne de départ? Qu'est-ce qui peut faire la différence pour qu'un canot se détache de la flotte? En fait, à Pointe-à-Pitre, la mer elle est plate. Mais comme je vous ai dit, il y a des rafales qui rentrent. Il y a toute la bande d'immeubles et il y a des dévents, il y a des zones de dévent, donc le vent qui tombe et après le vent qui rentre fortement. Et là, on le voit bien, hein, il y a un canot qui est très 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 bien placé. Il ne se détache pas encore, mais au moins il a quelques longueurs d'avance. Et ce canot nous là aussi, mais j'arrive pas à savoir lequel parce qu'il y a deux canots là aussi. On est un petit peu trop éloigné. On voit aussi Tristan Comorne, hein, qui est un très bon navigateur qu'on n'a pas trop encore vu dans les premiers et qui se situe en haut de l'écran à droite. Ouais, c'est bon. Voilà, donc le départ a été donné, on vous l'a dit depuis ce matin, donc à cause d'un porte-conteneur qui rentrait dans la rade de Pointe-à-Pitre, eh bien il y a eu des départs successifs qui ont été reportés, mais cette fois c'est parti pour cette cinquième manche du Tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle, alors que il me semble dans le fond de notre écran, non, je pensais qu'un bateau avait dessalé. Alors pour les puristes, mon cher Willy, on ne dit pas dessaler, on dit couler. Oui, c'est en fait couler. Pourquoi couler? Parce qu'en fait, c'est historique. Moi, je me souviens, la première fois que je suis monté sur un canot traditionnel, j'avais 17 ans, à Sainte-Rose.
on avait chaviré, mais le canot, il n'avait pas simplement chaviré, il avait coulé, il avait disparu. Et c'est pour ça que je pense que le mot, il est resté. Et aujourd'hui, maintenant, dans les règles de jauge, c'est une obligation, il y a une réserve de flottabilité dans le canot, à l'avant, à l'arrière. Donc c'est aussi une sécurité. Donc le bateau, il chavire, en termes techniques, c'est dessalé, il dessale, mais il ne coule pas. Dieu merci, parce que quand même, à l'époque, c'était quand même un peu dangereux, quoi. Et là, on voit Jules Molière, donc avec son bateau qui nous montre une technique. La technique pour avancer, et les cuisses sont très très importantes dans cette affaire-là. Alors là, on a de magnifiques images. Qu'est-ce qu'on constate? Voilà, les équipiers, ils sont tous au rappel, c'est-à-dire qu'ils ont le corps à l'extérieur. Mais comment ils font? Ils sont accrochés dans des sangles, les pieds sont accrochés dans les sangles, sans quoi ils tomberaient. Donc ils sont accrochés, et voilà. Et donc on a les 4 ou 5 équipiers. Là, c'est Jean Forbin qu'on voit avec son équipage. Et ce sont des images vraiment magnifiques où on voit, parce qu'en fait, le bateau, il faut qu'il marche à plat ou quasiment à plat. Il faut que la gîte, faut pas que le bateau penche. La gîte, c'est quand il se penche, mais il faut pas qu'il penche trop. Il faut qu'il soit à plat ou une petite gîte du côté des voiles. Et là, voilà. Donc c'est toute la science de cette voile, enfin la façon de mener, en tout cas, on appelle ça l'assiette. Ça, c'est l'assiette latérale, donc il faut faire attention à ça. Mais ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est que le vent change en force et en direction tout le temps, de seconde après seconde. Et le truc, c'est ça, c'est qu'il faut faire corps à corps et donc s'adapter seconde après seconde au changement de force du vent et au changement de direction du vent. Alors ce qu'il faut dire aussi à nos téléspectateurs, pour les profanes comme moi-même, on ne change pas de voile, hein. Ce sont les mêmes voiles du début jusqu'à la fin et quelles que soient les conditions. En tout cas oui, pour une étape du jour, alors petit bémol, pour une étape du jour, voilà, le bateau on le prépare, on appelle ça gréer un bateau, un canot, donc on le prépare et on prend le départ. C'est pas comme en Martinique où on peut changer de voile en cours pendant la régate, non, on a pris le départ, quelles que soient les conditions, si le vent monte à 35 nœuds, il faut finir avec. Et il n'y a pas de possibilité non plus de réduction de voilure, comme sur les voiliers modernes, on va prendre un riz, 2 riz, ou réduire ou mettre un foc de gros temps. Non, il y a un foc, une grand voile, il y a 2 voiles, il n'y a pas de spi là, il y a 2 voiles et on prend le départ. Par contre, effectivement, on peut pendant le tour déchirer une voile. Et là, par contre, il faut informer le comité de course en leur disant, écoutez, j'ai eu un souci, j'ai déchiré une voile, et demander l'autorisation de remplacer pour pouvoir continuer la course. Mais c'est le seul cas. Oui, donc sur l'épreuve, vous ne pouvez pas changer de voile, et quel que soit le temps. Alors, lorsqu'on a un concurrent comme Claude Tellier, il est mieux d'essayer de l'espionner, de prendre son sillage, parce qu'on sait qu'il a la science de la navigation. Dans certains cas, oui. Mais d'après ce que je vois à l'image, là, je ne prendrai pas son sillage. Il y a un canot qui n'est pas trop mal placé, là, je vois, c'est Tristan Comorne, à gauche de l'écran. Moi, j'ai pas mal navigué à Pointe-à-Pitre. J'adorais naviguer, c'est là qu'on a appris la voile. J'aimais bien me situer à gauche et non pas vers Jarry. J'aimais bien, quand il y avait 15-20 nœuds de vent, me situer plutôt vers la gauche, donc plutôt vers les immeubles de Pointe-à-Pitre. Donc on verra la suite, mais je vois plutôt les canaux là, de Tristan Comorne. Le plan est un peu loin, mais le bateau de Tristan Comorne et celui tout à l'heure qu'on voyait de Noula aussi. Je ne sais plus lequel, si c'est Bémao ou l'autre. Donc voilà, on verra, mais voilà, c'est ça qui rend la voile passionnante, c'est qu'il y a de la stratégie. Est-ce qu'on va partir à droite? Est-ce qu'on va partir à gauche? Est-ce qu'on va rester dans le sillage de Claude? Et parfois, effectivement, il faudrait plutôt prendre effectivement son sillage. Mais là, non, pas forcément. Mais en tout cas, le départ, vous l'avez constaté, était très important. Et voilà, les ténors, il faut qu'ils prennent déjà un très bon départ et avoir du vent frais. Et dans la rade de Pointe-à-Pitre, il y a du courant ou pas? Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, pour moi, il y a toujours un tout petit peu plus de courant ou vers la droite du côté de Jarry. Et je trouve que, voilà, j'ai toujours trouvé qu'il y avait, dans des conditions normales en tout cas, parce qu'il peut se passer, ça peut être redistribué par un grain où le vent change complètement, où le vent s'arrête. Et là, non, on a des conditions normales. Selon moi, ça se passe plutôt à gauche. On verra. Ce que je te propose, Willy, c'est de nous projeter à la sortie de la baie où nous attend Andy. Ça va être à nous. Mais reste là. Au téléphone. Oui, appelle au téléphone.
Allez, on a quelques difficultés techniques sur la liaison. On aura Andy dans un court instant. Pour le moment, eh bien, c'est le leader du classement général que nous avons à l'écran. Eh ben, le leader qui est en train de virer de bord d'ailleurs. Donc Claude vient, ben voilà. Il était plutôt sur Jarry, ben il vient de virer de bord pour aller se diriger vers la gauche du plan d'eau, aller vers le port, donc le front de mer, le port. Donc là, il vient de virer. Je pense qu'il a quand même aperçu que Tristan Comorne, le lynx, était plutôt aussi inquiétant. Je ne pense pas qu'il soit en tête. Voilà, on le constatera. Et là, lorsqu'il y aura les croisements, on le verra précisément. Mais voilà, il vient de virer, il s'est rendu compte qu'il fallait, je pense, aller plutôt un peu vers la gauche. On le verra un peu plus tard. Alors, tu parlais de croisement il y a un instant, quand justement des canaux se croisent sur le plan d'eau, quelle est la règle de priorité? Effectivement, j'ai été un peu vite. Je vais quand même revenir et redescendre plus bas. Là, le départ s'est fait, on navigue au près. Au près, c'est naviguer à environ 45 degrés du vent, parce qu'on ne peut pas aller face au vent. Donc, il y a un angle minimum pour que le canot avance. Cet angle minimum, c'est 40-45 degrés. Donc, 40-45, où ça? À droite ou à gauche? Voilà. Donc, voilà le truc. Le vent vient d'est, l'Oricisque est à l'ouest. Il faut remonter vers l'est face au vent. Mais on va où? On va à gauche, à droite? Question, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis, après, c'est fonction du courant, fonction des où le vent est plus fort. Et voilà, selon moi, faut aller vers la gauche. Donc, voilà au départ. Alors, il y a aussi autre chose, c'est qu'à l'Oricisque, il y a les tours, il y a de grands immeubles. Et je pense que Claude a voulu faire ça aussi, lancer le canot, se dégager un peu de cette zone. Et après, mais une fois que c'est bien lancé, qu'il a récupéré un vent bien constant, il repique vers la gauche pour aller chercher sortir un peu de ce courant et prendre les bons vents favorables qui longent le port de Pointe-à-Pitre. Je reviens donc à ma question. Quand on se croise sur l'eau, quelle est la règle de priorité? Ben voilà, priorité à droite, classique. Hein. Donc les bateaux qui sont, alors voilà, petit cours aussi là-dessus, tribord ou bâbord à mur. Alors un bateau qui est bâbord à mur, il reçoit le vent de sa gauche. Un bateau tribord à mur reçoit son vent de la droite. Au départ d'ailleurs, quand on a vu tous les bateaux lancés, eh ben, ils étaient tous bâbord à mur. Et c'était le bord favorable, c'est pas le bord prioritaire, mais ils étaient tous bâbord à mur. Et le virement qu'on a pu constater de Claude, eh ben, il est passé de bâbord à mur à tribord à mur. Donc voilà un peu, et les règles de priorité, le bateau qui est s'il y a un croisement, le bateau tribord à mur est prioritaire. Bon, après, il y a d'autres règles, je vais les expliquer au fur et à mesure, parce qu'il y a parfois, on peut avoir deux bateaux tribord à mur, mais il faut bien qu'il y en ait un qui soit prioritaire. On verra ça un peu plus loin. Et évidemment, quand ces règles de priorité ne sont pas respectées, eh bien, il y a des pénalités à la fin de l'étape. Donc on va, dans un instant, si la liaison veut bien fonctionner, retrouver Andy qui est donc en tête de la flottille. 35 canots, on vous l'a dit, sur cette 13e édition du TGVT. 38 étaient inscrits au départ, mais bon, pour des raisons de budget, eh bien, ils n'ont pas tous pris le départ, mais gageons que pour la 14e édition, ils pourront se préparer et prendre la mer parce que c'est une bien belle manifestation, c'est une bien belle épreuve avec le comité et le canal TGVT. Alors, Andy va peut-être me confirmer à certains croisements. Si j'arrive à bien voir, on l'a à l'écran, Francis Rosé, je pense qu'il est soit premier, soit deuxième, et Tristan Comorne, le lynx, je pense qu'il se partage la première place là. Donc au prochain croisement, on le verra mieux. Mais je pense que les deux premiers canaux, ce serait pas mal que les personnes sur l'eau puissent un peu nous aiguiller un peu plus là-dessus au prochain croisement. Mais voilà, je pense que ça se situe pour l'instant la première place entre Mediacer de Francis Rosé et le Lynx de Tristan Comorne. D'après ce que j'ai vu, le plan que j'ai vu un peu de loin. Alors, lorsqu'on a, par exemple, parce que Tristan Comorne naviguait il n'y a pas si longtemps sur un autre bateau avec un autre partenaire, est-ce que lorsqu'on change de partenaire, on change carrément de bateau ou on change simplement la couleur de la voile? Ah, alors, mais ça c'est un sujet plus large d'ailleurs. Avant, on gardait effectivement des canots assez longtemps. Maintenant, c'est devenu presque professionnel. Et chaque année, les canots, voilà, quasiment, enfin, tous, ils ont des canots neufs. Chaque année. Et donc, voilà, ils ont des canots qui viennent d'être terminés. Hein, il y a peut-être un mois, 2 mois, et parfois même, quelqu'un comme Jean Forbin, il vous fait un canot en 3 semaines. Il fait un canot pour le tour.
Et c'est lui qui le fait. Et c'est ça, on va en parler aussi. Il y a quelques fabricants de canots. Hein. Il y a Jean Forbin, Patrick Forbin. Et il y a un au Sainte qui est monsieur Alain Froid qui fait des œuvres d'art, des canots en bois magnifiques vernis. Et ce sont non seulement des œuvres d'art, mais ce sont des canots qui marchent très fort. Et aujourd'hui, beaucoup des ténors ont des canots qui viennent d'Alain Froid. Bon, bien sûr, Jean Forbin, il fait ses canots lui-même. Et donc, c'est une grosse bagarre aussi de constructeurs. Je te propose donc de partir sur le vaisseau amiral où nous attend Andy. Top. Alors, vous le voyez, on est donc aux avant-postes de cette course. Derrière moi, il y a Christian Rosier, c'est bien ça, Andy. Plusieurs stratégies utilisées. Qu'est-ce qu'on peut dire exactement? Alors en fait, il y a eu deux options qui ont été prises. Une partie de la flotte est partie à droite du plan d'eau, du côté du port. Oui. L'autre partie du côté Loricisque. Et en fait, au croisement, on a pu constater que c'était l'option au port qui a fonctionné. Du coup, on a Mediaserve qui est en tête, avec Lynx Optique de Tristan Comment, qui est juste à l'arrière. Sous le vent, un peu plus loin, on voit Fabien Delporte sur région Guadeloupe, qui lui aussi est bien placé. Tout à fait, il est bien placé, on l'a vu, différentes options. Un bateau qui a déjà dessalé, on peut le signaler, il me semble. Là-bas, ils sont en train d'écoper pour repartir. C'est déjà difficile. Effectivement, Cédric Mir, sur Silence, ils ont eu quelques petits soucis. C'est-à-dire que dans la rade de Pointe-à-Pitre, même si l'eau est relativement plate, il y a des rafales de vent assez souvent et ils ont dû se faire surprendre. Alors voilà ce qu'on peut dire. Alors le deuxième au classement général, il est derrière nous, c'est Christian Rosier. On a également Tellier sur sur Orange, me semble-t-il, qui est là-bas environ en 3e ou 5e position, on dira, au niveau de cette flotte. Quelles vont être les options maintenant pour aller tourner à l'intérieur de la DAR, Sandy? En fait, pour le moment, ils font tous la ligne directe plus ou moins vers la bouée, puisqu'il faut la contourner par l'intérieur pour ensuite redescendre. Donc en fait, pour le moment, c'est une ligne directe. Okay. Donc vous l'aurez compris, une ligne directe, en tout cas, c'est bel et bien parti, des changements de bord. Derrière moi, Christian Rosier, bien en tête, mais il y a également d'autres bateaux qui ont pris une option un peu plus au large. On verra quelle sera l'option la plus payante, mais en tout cas, cette course est bel et bien lancée et on peut déjà dire qu'elle sera certainement très disputée en tout cas. Merci Andy. Francis Rosé, le dauphin de Claude Tellier qui est en tête. Alors Claude Tellier, tu le disais il y a un instant, Willy a un matelas de 15 points, donc là il est plutôt serein, c'est pas quelqu'un qui s'affole. Hein. Non, mais je pense qu'il ne va pas forcément chercher effectivement à gagner encore une victoire d'étape, mais en tout cas à jouer la régularité, à essayer de rentrer. Gagner, il essaye toujours, mais l'idéal, c'est calmer le jeu et de rentrer dans les 3 premiers, minimiser le nombre de points. Donc c'est surtout ça la stratégie pour gagner le tour. Il y a des tours qui sont gagnés. Il y a quelques années, Marcelin Wilbon, il a gagné un tour sans jamais gagner une étape. Il a toujours terminé 3e, 2e, 4e. Il a gagné le tour sans jamais gagner une étape. Donc c'est tout à fait... Le tour, c'est ça. C'est régularité. Pour l'instant, il a un léger avantage. Hein. Il a un bel avantage. Pourquoi? Alors... Aussi autre chose, il y a le côté latéral. Il est non seulement devant Francis Rosé, mais en plus, il est au vent. Donc, il a une position latérale vraiment intéressante et importante. Donc, c'est un gros avantage. Il suffit aucun vent perturbé. Voilà, ça fait depuis le début, je cherche le mot. Le mot, c'est vent perturbé. Essayez de prendre un super départ pour avoir du vent frais et du vent pas perturbé. Parce qu'imaginez que vous avez 30 canots à votre vent, il vous envoie un vent complètement perturbé et vous ne pouvez pas avancer comme ça. Donc là, on voit qu'il est à l'avant, au vent, il n'est gêné par aucun concurrent. Et donc, voilà, il faut qu'il gère. Il est chez lui, c'est là qu'il a appris la voile. Si il gère correctement, ça peut très très bien se passer jusqu'à la ligne d'arrivée. Là, on a laissé passer... Alors, on a le sentiment qu'il y a une recherche de vitesse par les matelots. Ce sont vraiment des images magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Regardez 2 matelots qui sont à l'intérieur du canot. Il y en a un qui enlève de l'eau. Parce que il y a une petite vague quand même si on est à Pointe-à-Pitre. Donc imaginez de l'eau plate à Pointe-à-Pitre,
Quand on sera dehors, ce sera beaucoup plus d'eau à enlever. Et il y avait 2 matelots à l'intérieur, ils n'étaient pas au rappel. Mais pourquoi? Le vent. Je pense qu'ils sont pas loin de la marina. Il y a une petite baisse de vent. Donc il n'y a plus trop de rappel sortir. Tout le monde ne va pas sortir. Et donc c'est un énorme boulot, travail de coordination. C'est pas tout le monde, parfois quand il y a du vent, tout le monde se met au rappel. Et aussi d'anticipation. Par exemple, et aussi la montée du vent, on l'entend dans l'oreille. On la lit sur l'eau. L'eau frise. Et donc, le travail, par exemple, du premier équipier à l'avant, qui est le numéro 1, c'est d'annoncer les risées, les rafales. Attention, rafale dans 10 secondes, rafale dans 20 secondes. Et donc, tout le monde se prépare. Il ne faut pas attendre que la rafale frappe le bateau, parce que c'est trop tard, parce que le bateau, il va complètement gîter et perdre une grande partie de sa vitesse. Et bien donc, il va annoncer pour anticiper et pour que les équipages et le degré, le nombre de personnes qui va monter au rappel, ça sera adapté. Et c'est les entraînements, tous les entraînements hebdomadaires qui vont les aider à arriver à ce résultat et à presque cette perfection. Et c'est ça qui est magnifique dans la voile en fait. Et pour l'instant, donc, nous avons le leader de cette 5e manche plein écran. Donc c'est Francis Rosé, c'est le dauphin de Claude Tellier au classement général. 15 points les séparent. Alors, on va rester un petit peu sur la communication. Donc, tu nous as expliqué le rôle du premier matelot. Le rôle du patron, c'est quoi? Le barreur. Je préfère parler de barreur parce qu'on peut avoir un patron qui ne soit pas barreur. Okay, le patron, il peut décider de confier la barre à quelqu'un. Donc, moi, je préfère parler de barreur. Le barreur Francis Rosé, il tient la barre. Donc, c'est lui qui va conduire le bateau. Il conduit le bateau, mais il a quand même une vision. Donc il arrive quand même à... Donc c'est lui qui va tourner à gauche, tourner à droite, prendre les vagues. Et aussi, parfois, je vais vous dire, on va aborder ces sujets au fur et à mesure. Mais comme je vous ai toujours dit, le vent change sans arrêt de direction de quelques degrés. Et bien lui, il a besoin d'être hyper concentré pour, avec sa barre, jouer avec sa barre. Et voilà, si le vent change à droite, la barre va bouger. Il faut qu'il bouge la barre, inversement. Et là, on parle de vent adonnant. Quand il y a une adonnante ou une refusante, adonnante, c'est si le vent permet de pousser la barre, de se rapprocher de la direction, où il y a une refusante, où là, il faut tirer un peu la barre. Et tout l'art, c'est de ne pas perdre un 10e de seconde et faire corps à corps avec ces changements de force et de direction et aussi de force. Mais la force, c'est plutôt là les équipiers. La force devant, c'est le boulot des équipiers qui vont mettre plus de rappels ou moins de rappels. Donc beaucoup de déplacements latéraux. Et aussi, j'en parlerai tout à l'heure. Ça m'est sorti de la tête. Mais oui, les équipiers, il y a aussi un tacticien. On peut décider, il y a certains barreurs qui décident de barrer et de faire sa tactique. Et on peut décider de désigner un équipier, peut-être le fauquier, celui qui est à côté, comme tacticien. C'est toi qui vas décider, je vire là, on vire là, on fait quelle tactique. Donc c'est un choix à faire. Et donc il y a le barreur à l'arrière. Juste avant lui, il y a le fauquier, donc il tient l'écoute. Donc c'est le cordage qui permet de tirer ou relâcher la voile d'avant qui est le foc. Et aussi il y a aussi l'écoute de grand voile qui est tenue soit par le barreur ou par le barreur et son équipier qui est juste à côté. Donc chacun a une tâche entre le numéro 1 qui va annoncer les rafales et qui va vraiment lancer le rappel et qui va dire j'ai besoin, mais c'est rapide, de deux équipiers avec moi au rappel, etc. Et voilà, donc il y a en tout cas 3 personnes qui ont un rôle énorme dans la conduite du bateau. Et après, il y a 3 personnes, les 3 du milieu, qui, eux, sont là pour aider pour affiner le truc. Et là, on revoit encore donc ces équipiers qui ne chôment pas parce que la préparation physique est très importante aussi pour une telle épreuve. Ah ben tout à fait, mais eux ils se préparent tout au long de l'année. L'idéal, oui, il faut faire du footing. L'idéal, c'est de faire un peu de sport en salle aussi, faire un peu de muscu et bien sûr beaucoup d'abdos parce que le rappel, ça fait travailler énormément les abdos et donc il vaut mieux être bien préparé et aussi bien s'alimenter correctement. C'est du sport, c'est un sport de haut niveau. Et on voit avec ces images le travail donc. Oui. On vient de voir un virement de bord vent-devant du canot Noula aussi, d'un des 2 canots Noula aussi. Donc il était bâbord à mur, il recevait le vent de sa gauche et là il a viré de bord vent-devant
Et il est passé tribord à mur. Donc il reçoit maintenant le vent de la droite. C'est le dossard 13, donc celui qui est classé, le dossard de 15, celui qui est classé à la 13e position. Franck Sazian. Franck Fazian, que je connais bien. Il y a 2 ans, j'étais skipper patron avec Jimmy Dreux, qui a aussi fait la Route du Rhum. Et ça a été la première année, il y a 2 ans, de ce projet d'insertion. Franck, il fait un énorme travail de boulot dans l'insertion avec Casabroc. Et donc, il avait décidé de lancer un canot. À l'époque, c'était un. Là, maintenant, il y en a 2. Et donc, c'était quoi? Sortir les jeunes de la rue, leur donner, même pas seulement, c'est ça qui est fantastique, pas seulement aller sur l'eau. Parce que les jeunes que vous voyez sur ce canot, nous là aussi, et l'autre canot, ils ont participé à la construction du canot. Les canots ont été faits chez Alain Froid et les gars, ils étaient dans le chantier. Et donc, c'était un vrai travail. C'est vraiment ce qu'on appelle un chantier d'insertion. Voilà. Et la récompense, c'est de faire le tour, de naviguer. Et pas forcément de gagner, parce que tu nous l'as beaucoup dit. C'est un sport, certes, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Tout à fait, c'est un énorme plaisir. On a un énorme plaisir. Il y a aussi des petites galères, mais le plaisir est tellement plus important. C'est ce qu'on retient. Et d'ailleurs, on apprécie le plaisir parce qu'il y a aussi des galères. S'il n'y avait que du plaisir, on l'apprécierait même pas. On l'apprécie d'autant plus. Et parfois, il y a des chavirages, parfois, il y a de la casse. Mais quand il y a le résultat comme ça au bout, c'est l'énorme plaisir. Et il y a le Pearl qui va pas tarder à laisser la bouée. Voilà, donc on constate que Francis Rosé sur le Pearl passe la bouée qui est à côté de l'îlet Cochon. Il vient de finir le bord de près. Il est passé en première et il a un beau matelas d'avance. Et en deuxième position, c'est, je pense, Jonas, donc les fameux 2 jeunes dont on parlait tout à l'heure. Et il va bientôt virer de bord, je pense qu'il va le faire dans 1 seconde. Maintenant, Jonas Astorga sur le canot Yassala, il est en train de virer de bord. Donc il est maintenant bâbord à mur et il va laisser à sa droite la bouée numéro 1 pour redescendre. Vent arrière, on peut le voir d'ailleurs sur l'écran. Déjà Francis Rosé qui vient de disparaître. Il est Grand Lac, vent arrière. Il redescend vers Loricisque où il va laisser la bouée 2 aussi à tribord pour cette fois remonter jusqu'à Gosier. Donc, 2e position, on peut le constater. Yassala, donc les fameux. Et effectivement, nous là aussi, je pense que c'est Guillaume Aubert. Il faudrait qu'on arrive à nous dire si on peut nous confirmer, est-ce que c'est Franck Fazian ou Guillaume Aubert, quel nous là aussi, et en très bonne 3e place. 4e position, il a fait une très belle manœuvre, Tristan Comorne sur le Lynx, et Claude Télé un peu plus loin. Mais voilà, Claude il gère, il n'a pas... Marcelin Wilbon est là aussi. Ben voilà, Marcelin Wilbon qui depuis hier, qui n'a pas bien commencé son tour, mais que depuis hier, il a terminé à 3e place, il commence à monter son... C'est lui que nous avons à l'écran là. Voilà, c'est tout à fait lui. Donc voilà, et ils viennent de faire une manœuvre qui est un empannage. Je parlais tout à l'heure de virement de bord vent devant, quand le vent est de face. Et là, ils viennent de faire un empannage qui est un virement de bord vent arrière. Donc, c'est la manœuvre la plus délicate en voile traditionnelle parce qu'il faut faire passer, et elle passe violemment au-dessus. Donc, il faut faire attention à la tête, mais aussi au chavirage. Ça entraîne souvent, dès qu'il y a beaucoup de vent, peut-être qu'il y en aura d'ailleurs tout à l'heure, des équipages qui vont mal négocier l'empannage et qui vont peut-être chavirer. Donc c'est parce que la voile, elle passe violemment d'un côté à l'autre et bien sûr entraîne par un gros mouvement le bateau. Et il faut être hyper coordonné pour, pendant que ça passe, tenir le truc pour qu'il ne chavire pas. Et on a à l'écran justement l'équipage féminin de Eurogold, Tibijou, qui font depuis des années un travail énorme. Et là, alors, elles sont parties. Ah ouais, voilà. On va compter le nombre d'équipiers, vous allez voir. Elles sont 7. Il y a une qui est à l'intérieur. Et voilà. Il y a, pour les filles, parce que les garçons peuvent partir. Naviguer à 5 ou à 6 suivant la force du vent, c'est un choix à faire. Et par contre, comme elles sont plus légères, donc c'est maintenant admis complètement rentrer dans les règles de course. Donc quand il y a du vent, elles peuvent décider de partir à 7. Donc ça permet d'avoir un peu des poids équivalents avec les garçons. Alors que tous les challengers, tous ceux qui sont en lice pour la victoire finale sur ce 13e TGVT ont donc déjà laissé la première bouée et vont maintenant vers la 2e. Tout à fait. Avec quelle difficulté sur le parcours ?
Oh non, là c'est très simple, il faut faire marcher le canot. Les voiles sont complètement débridées, la grande voile, il faut bien l'ouvrir. Et certainement, il faudra on verra tout à l'heure, si c'est vraiment du vent arrière, mais j'avais un doute si c'était du grand largue. Vent arrière, c'est vraiment être à 180 degrés de la direction du vent. Et là, à ce moment-là, on met le foc, la voile d'avant en ciseaux grâce au tangon à un bout de bambou de 3 mètres de long qu'on met pour essayer de prendre au vent arrière. Le truc, c'est de prendre le maximum de surface. Voilà, parce que les voiles, c'est le moteur. Donc voilà, il faut prendre un maximum de surface au vent arrière. Le press, c'est autre chose. Le press, il faut bien border, tirer les voiles. On va te proposer de prendre plein d'air dans les poumons parce qu'on t'écouterait toute la journée sur la voile traditionnelle. On sent vraiment que tu es un passionné et que tu nous fais partager ta passion sur la 13e édition du TGVT. J'espère que vous, abonnés de Canal TGVT, vous avez pu plein de plaisir également avec ces belles images et les précisions de Willy, mais également, alors on vient voir une très belle manœuvre encore avec les précisions d'Andy sur la mer. Vous restez avec nous, on va revenir dans un instant pour vous faire vivre la fin de cette 5e étape de la 13e édition du TGVT. À tout de suite. Ah, on va regarder un peu là alors avec... alors là, ils vont devoir écoper beaucoup. Hein. Ben là, on l'a pas vu, mais j'ai l'impression que ces volants-là, mon ami Robert Berdier, qui est pourtant chez lui et qui a chaviré. Donc là, ils sont en train de... C'est une grosse difficulté. Pour le moral, c'est vraiment très dur parce qu'on voit tous les copains s'éloigner et il faut quand même enlever... Ah ben, il y a aussi les filles de Tibijou qui ont aussi chaviré. Donc vous voyez, les conditions sont difficiles. Pourtant, l'eau, elle est plate. Et donc il y a de grosses rafales à Pointe-à-Pitre et voilà, il y a du chavirage. Donc elles doivent redresser aussi et avec des seaux. C'est obligatoire d'avoir minimum 2 seaux à bord et des écopes pour enlever l'eau. Et je peux vous dire que c'est pas facile physiquement, déjà moralement c'est pas évident, mais alors il faut enlever l'eau du canot pour pouvoir repartir. Alors il faut beaucoup d'énergie après avoir remis le bateau à flot, enfin en tout cas tenter de le remettre à flot parce que tu nous as expliqué que ce type de canot, eh bien naturellement il a envie de couler quoi. Il n'a qu'une envie, c'est de chavirer. Le canot traditionnel c'est ça, comme la yole, ce sont des embarcations qui ne sont pas lestées. Il n'y a pas de lest, donc on n'a pas comme mon voilier de la route du Rhum, il fait 4 tonnes 5. Moi j'ai un bulbe au fond qui fait 1 tonne 6. Donc il va se pencher, il va se redresser, il va se pencher, il va se redresser. D'ailleurs c'est ce que je dis à mes parents pour les rassurer quand je pars dans une traversée. Mais là, non, là il y a une quille longue qui fait 30 cm de long, mais ce n'est pas un lest. On peut décider ou pas de lester, et le vrai lest c'est l'équipage avec le rappel. Mais c'est aléatoire parce qu'en fait, c'est vraiment, faut vraiment lire bien le vent, ne pas se tromper. Donc on n'a pas quelque chose de fixe qui permet de tenir le bateau et éviter qu'il penche, ou éviter qu'il chavire. Quand vous laissez autant d'énergie à écoper, à remettre le bateau à flot, bon, ça arrive que quelquefois on soit le premier à couper la ligne d'arrivée, mais c'est très difficile. Ah non, ça arrive, c'est déjà arrivé plus d'une fois. Que ce soit ici ou même ailleurs dans les courses de yacht, on peut voir des bateaux, parce que quasiment, il y a certaines courses où il y a 25-30 nœuds de vent, où quasiment tout le monde chavire. Et donc, il y a quand même un vainqueur qui a chaviré. Et Jean Forbin l'a déjà fait aussi de mémoire plusieurs fois, où il a chaviré et gagné les courses. Je me souviens d'une étape, je crois, en Côte-sous-le-Vent, où il avait fait magistralement. Il avait chaviré, il avait gagné la course. Merci Willy. Si vous souhaitez connaître l'épilogue donc de cette 5e manche du TGVT, 13e édition, eh bien vous nous retrouvez dans un instant donc pour l'arrivée de cette belle épreuve.